militaire se substituait au régime semi-présidentiel antérieur. L'interprétation a minima de la présidence par Jules Grévy fut imitée par ses successeurs. Et lorsque, en 1924, le président de la République, Alexandre Millerand, manifesta des velléités d'initiative, il fut acculé à la démission par la majorité parlementaire. La République avait toujours un président, mais il était interdit de gouvernement. On parla alors d'un président Soliveau. La formule était exagérée car il avait encore des pouvoirs réels et notamment celui de désigner les chefs de gouvernement. Comme il n'existait pas de parti dominant, il pouvait choisir les présidents du Conseil à sa guise pourvu que ceux-ci aient l'approbation d'une majorité. Il avait surtout le pouvoir d'écarter les candidats qui ne lui plaisaient pas. Et c'est ainsi que Georges Clemenceau dut attendre d'avoir 65 ans pour devenir président du Conseil. Les crises de la Troisième République et son instabilité endémique furent mises au compte par nombre de réformateurs des faiblesses de l'exécutif, que d'aucuns proposèrent de renforcer, et notamment en restituant au président des pouvoirs que la pratique parlementaire lui avait confisqués. Malgré une agitation récurrente qui allait en ce sens, les manifestations des ligues, la journée du 6 février 1934, ils échouèrent dans cette volonté de réforme, tant les députés entendaient conserver leur pouvoir. On peut dire aussi que l'instabilité de la Troisième République provient tout autant et peut-être plus encore de la faiblesse même du Parlement apparemment tout-puissant. En raison du multipartisme et de l'indiscipline des élus, une majorité durable était rare. Ici, ce ne sont plus les institutions qui sont en cause, mais les mœurs politiques. La question devait de nouveau se poser après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Français élirent une assemblée constituante pour fonder la Quatrième République. Le chef du gouvernement provisoire, Charles de Gaulle, était désireux de restaurer un exécutif fort, dont le président de la République serait la clé de voûte. Mais de Gaulle se heurtait à une majorité composée de socialistes et de communistes qui entendaient bien, dans la tradition révolutionnaire, confier la réalité du pouvoir à une assemblée unique. De Gaulle donna alors sa démission en janvier 1946. Le régime exclusif des partis a reparu. Je le réprouve. Mais à moins d'établir par la force une dictature, dont je ne veux pas, et qui sans doute tournerait mal, je n'ai pas les moyens d'empêcher cette expérience. Il faut donc me retirer. Le premier projet constitutionnel qui limitait considérablement les pouvoirs du président de la République, élu par l'Assemblée nationale, fut cependant rejeté par le référendum du 5 mai 1946. Le général entreprit de défendre ses idées, qu'il exposa notamment le 16 juin à Bayeux. Peine perdue, le second projet constitutionnel, adopté le 13 octobre, rejetait la prépondérance de l'exécutif, attribuait au président du Conseil et aux membres du Parlement, puisque d'un projet à l'autre, on avait restauré le Sénat, le bicaméralisme était restauré, l'exclusivité de l'initiative des lois. Le droit de dissolution revenait au Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée, et à la condition que 2 cabinets aient été renversés dans les 18 mois précédents à la majorité absolue. Si le président désigne le président du Conseil, celui-ci n'entre en exercice que s'il est investi à la majorité par l'Assemblée nationale. De janvier 1947 à décembre 1958, en 12 ans, la Quatrième République a compté 22 gouvernements, moyenne de durée 6 mois. La Quatrième République, qui n'a été approuvée, on le sait, que par une minorité d'électeurs inscrits,
la quatrième République fonctionnait mal. Elle était un régime d'assemblée, mais d'une assemblée privée de majorité stable. Il fallut en décembre 1953 6 jours de débat et 13 tours de scrutin pour élire René Coty, un républicain modéré, successeur du socialiste Vincent Auriol, président de la République. En 1958, l'insurrection Alger des Français d'Algérie, soutenue par l'armée, a raison en moins de 3 semaines d'un régime politique déliquescent. La chance est enfin donnée au général de Gaulle de proposer la constitution de ses voeux aux Français, qui la ratifient par référendum le 28 septembre 1958 par 80% des voix. La Ve République, rompant avec les deux précédentes et tournant le dos à la tradition républicaine qui remonte à la Révolution, adopte la prépondérance de l'exécutif dans la personne du président de la République, élu par un suffrage élargi en attendant de l'être au suffrage universel à la suite de la révision constitutionnelle de 1962. Lors de la discussion du projet constitutionnel, des leaders de la quatrième République, devenus ministres du général de Gaulle, Pierre Fimelin, Guy Mollet, insistent sur le rôle d'arbitre qui était conféré au chef de l'État. Dans l'esprit du général, le futur président de la République ne pouvait pas être réduit à cette neutralité. Un de ses conseillers, Raymond Jeannot, qui joue un rôle important aux côtés de Michel Debré dans la rédaction du projet constitutionnel, traduisait dans une note sa conviction. Un président de la République arbitre est un personnage qui ne prend jamais parti sur les grands problèmes, qui ne prononce que des phrases très générales, et dont l'autorité morale est d'autant moins contestée qu'elle ne s'exerce pratiquement pas. C'est bien évidemment à ce genre d'arbitre que pensaient messieurs Guy Mollet et Pierre Fimelin. Il va de soi qu'une telle conception n'a aucun sens aujourd'hui. Plus habile tacticien, De Gaulle accepte le mot d'arbitre, de même qu'il garantit que le président de la République, qui a nommé le chef du gouvernement, ne pourra mettre fin personnellement aux fonctions de celui-ci. Il n'en sera rien dans la pratique. De Charles de Gaulle à nos jours, les vrais chefs de gouvernement ont été, sauf dans les phases de cohabitation, le président de la République en place. La coutume, autrement dit, l'a emporté sur le texte constitutionnel. Un surcroît de puissance était attribué, du reste, par l'article 16 au président, qui pouvait, en cas de crise grave, saisir des pouvoirs exceptionnels. Enfin, l'élection du président au suffrage universel, décidée et ratifiée en 1962, achevait de construire ce qu'on appelle la monarchie républicaine ou la monarchie élective de la France. Ce régime est unique en Europe, même si le renforcement de l'exécutif est observable dans la plupart des démocraties occidentales. Mais si quelques pays ont un président de la République élu au suffrage universel, tels l'Irlande, la Pologne, le Portugal, la Finlande, aucun d'eux ne dispose d'autant de pouvoir qu'en France. Pour expliquer le cas français, on peut mentionner d'abord les causes conjoncturelles. C'est la guerre d'Algérie, où s'embourbe le régime parlementaire qui décide le remplacement de celui-ci. La Constitution de 1958 dote le chef de l'État d'une autorité incontestable, et notamment cet article 16, qui lui permet de mettre un terme au conflit algérien. Un demi-siècle plus tard, nous serions encore tributaires d'un événement, le coup de force du 13 mai 1958. On peut dire autrement que la Ve République est la fille du FLN. Il y a, à mon sens, une cause plus profonde qui remonte à la chute de la monarchie. Depuis la Révolution, la France a balancé entre deux types de régimes. Tantôt un régime d'assemblée, celui des assemblées révolutionnaires, celui des Troisième et Quatrième Républiques,
tantôt un régime de pouvoir personnel, celui des Bonaparte et celui, pourrions-nous dire, de la Ve République. Un véritable régime parlementaire n'a pu s'enraciner en France. On en a vu l'ébauche sous la monarchie de Juillet, on en a connu l'esquisse à la fin du Second Empire. Ces deux régimes ont été, chacun pour des raisons particulières, balayés. Ni la Troisième, ni la Quatrième République n'ont été de vrais régimes parlementaires. Certes, dans les deux cas, le chef du gouvernement était responsable devant le pouvoir législatif, ce qui est le propre d'un régime parlementaire. Mais on n'a jamais vu sous ces républiques ce que l'on observe au Royaume-Uni, dans d'autres démocraties, en Espagne et ailleurs, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir de majorités stables qui caractérise aussi le régime parlementaire. Celui-ci ne fonctionne qu'à raison d'une certaine polarisation. Deux partis principaux ou deux coalitions durables qui ont vocation à gouverner. La vie politique française est caractérisée par le multipartisme, la division extrême des opinions, autant de tendances centrifuges héritées d'une histoire mouvementée. Aucun parti, de gauche comme de droite, sous les Troisième et Quatrième Républiques, n'a été assez fort pour constituer une majorité de législature. La représentation courante d'un pays qui serait divisé entre la gauche et la droite apparaît comme un mythe. La réalité s'apparente plutôt à une marqueterie de tendances, d'opinions, de partis, d'associations, de groupes et de groupuscules aux couleurs les plus variées, dont l'irradiation flatte notre goût de la politique, mais n'avantage pas le bon fonctionnement d'un régime parlementaire. Au fond, l'individualisme collectif que notait déjà Tocqueville avant la Révolution s'est accommodé d'un pouvoir exécutif fort. Le régime parlementaire, lui, exige trop de discipline et de compromis. Enfin, l'inaptitude historiquement acquise des Français au système parlementaire a eu pour effet un rejet intermittent de la politique. On votait sous les Troisième et Quatrième Républiques en ignorant qui gouvernerait le pays, tant le multipartisme rendait hasardeuses les combinaisons préalables à la formation d'un gouvernement. L'élection du président au suffrage universel direct est populaire par sa simplicité. Le citoyen choisit le chef de l'État entre les deux candidats restés en lice au tour décisif, d'où résulte sa popularité. Paradoxalement, c'est le général de Gaulle, adversaire du clivage gauche-droite, qui a créé une certaine forme de bipartisme, le bipartisme du second tour de l'élection présidentielle. Un bipartisme qui s'est renforcé avec François Mitterrand et sa stratégie d'union de la gauche, qui a habitué les socialistes à refuser l'alliance avec le centre, comme l'avait souhaité Gaston Defferre et comme cela se pratiquait sous la Quatrième République. Majorité et opposition sont devenues rigides, la première ayant pour rôle d'appuyer la politique du président, la seconde prenant le contre-pied quasi systématiquement de cette politique. Cette polarisation, alimentée par le système électoral majoritaire, contraste vivement avec les vrais débats des précédentes républiques et contribue à l'abaissement de l'Assemblée aux yeux du public. Nous sommes donc face à un dilemme. D'un côté, l'élection présidentielle au suffrage universel a les faveurs des électeurs et la puissance de l'exécutif corrige les tares du régime d'assemblée. Et d'un autre côté, cette élection, devenue le moment clé de la vie politique, a figé celle-ci dans le déséquilibre des pouvoirs. Si j'avais à défendre la constitution de la Ve République, je le ferais d'abord en la comparant aux constitutions qui l'ont précédée. Il est manifeste qu'auprès des défauts et des impuissances des Troisième et Quatrième Républiques, elle a fait preuve d'une solidité et d'une efficacité qu'aucun régime politique n'avait eu dans l'histoire française depuis la Révolution. Elle a permis aux gouvernements successifs de gouverner.
Née dans des circonstances dramatiques, la guerre d'Algérie, elle a permis à notre pays d'assumer la décolonisation, d'affronter les impératifs de la modernisation et d'entreprendre de grandes réformes sociales et sociétales. La victoire de la gauche en 1981 lui a conféré une dimension démocratique par la possibilité de l'alternance pacifique, un des fondements de la démocratie parlementaire. Elle a revivifié la société politique et la cohabitation, malgré ses tares, a permis un certain rééquilibrage des institutions. Le tournant de 1983, mettant fin au projet de rupture avec le capitalisme, a favorisé l'apaisement de la vie politique. Malgré l'excès de pouvoir détenu par le président de la République, qui cumule ordinairement la fonction de chef d'État et de chef de gouvernement, la Ve République est restée un régime parlementaire. Ce sont les élections législatives. C'est la majorité de l'Assemblée, en définitive, qui fonde le pouvoir du président. Sans cette majorité, ces pouvoirs sont sensiblement limités, comme l'ont montré les phases de cohabitation. Un certain nombre de révisions, notamment celles de 1995 et de 2008, ont redonné une certaine vigueur aux assemblées législatives, corrigé les excès de la primauté présidentielle. Malgré cela, nos institutions ne répondent plus exactement à l'attente des citoyens. La Constitution a été le fruit, je le disais, d'une période dramatique. À un moment où la France était au bord de la guerre civile, elle fut approuvée par l'immense majorité du corps électoral, qui était lassé d'une République irrésolue, divisée, incapable de faire face aux terribles problèmes algériens. C'était il y a 56 ans. Les temps ont changé, la demande est nouvelle. Si j'avais à résumer ma critique du régime, j'emprunterais un concept à Georges Burdeau, celui de démocratie gouvernée, qu'il oppose à démocratie gouvernante. Le peuple souverain est consulté au suffrage universel par des élections libres, réglementées, épisodiques, mais sans pouvoir participer aux décisions de pouvoir. Une vaste étendue sépare les citoyens de leurs mandataires, où se projettent toutes les protestations, toutes les frustrations, toutes les colères. Certes, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, ce sont les nouvelles exigences d'une société qui a profondément changé depuis un demi-siècle, qui est beaucoup plus instruite et qui dispose de surcroît de moyens d'information et d'expression technique sans précédent. Les élus, les gouvernants, les parlementaires et les ministres apparaissent de plus en plus comme une oligarchie qui se perpétue par endogamie. Énarques, anciens élèves des grandes écoles, anciens assistants parlementaires, etc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, l'Assemblée compte 2% de députés issus des classes populaires, employés et ouvriers. Dans la première législature qui a suivi la libération, on en comptait plus de 18%. Mais vrai ou fausse, cette représentation d'une classe politique fermée de fait, d'une élite qui ignore les conditions de vie du plus grand nombre, cette représentation est désormais devenue un lieu commun. Il apparaît donc que le souci premier des politiques est de parer à ce risque de sécession entre le peuple et ses élites gouvernantes, dont l'abstentionnisme est le manifeste silencieux et dont le populisme sonore se nourrit. Redonner au peuple la parole, c'est le but d'une démocratie participative. Par quels moyens ? Ce sera notre mission de les proposer. Préserver la faculté d'action d'un système politique qui a fait ses preuves et en même temps revitaliser la participation démocratique des citoyens, c'est, me semble-t-il, une nécessité et une urgence.